Tunisie, un des deux candidats au second tour de la présidentielle, le juriste Kais Saïed, a dit souhaiter la libération de son adversaire, l'homme d'affaires et des médias, Nabil Karoui. Les réactions et les hommages ne s'arrêtent pas après le décès hier de l'ancien président français Jacques Chirac à l'âge de 86 ans. On fera le point dans cette édition. Et puis les couvertures vaccinales ouest-africaines sont en général stagnantes. 3 jours de réflexion ont permis aux acteurs des programmes élargis de vaccination d'élaborer des plans d'action pour corriger la donne. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Tunisie, un des deux candidats au second tour de la présidentielle, le juriste Kais Saïed, arrivé en tête du premier tour, a dit souhaiter la libération de son adversaire, l'homme d'affaires et des médias Nabil Karoui. Ce dernier est toujours en détention provisoire à l'approche du scrutin prévu mi-octobre. Voici les détails. La situation me laisse mal à l'aise moralement. Sincèrement, j'aurais aimé qu'il soit libre. Il s'agit là des mots lâchés par Kais Saïed lors d'une interview diffusée par la télévision nationale. Allusion faite à l'homme d'affaires Nabil Karoui, également qualifié pour le second tour de la présidentielle en Tunisie, mais toujours en détention provisoire à l'approche du scrutin prévu mi-octobre. Nabil Karoui, qui est arrivé en deuxième position derrière Kais Saïed lors du premier tour de la présidentielle, est poursuivi par la justice depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Si le parquet considère les soupçons solides, son arrestation le 23 août, soit 10 jours avant le début de la campagne électorale, avait suscité des interrogations sur une instrumentalisation de la justice par le politique. Un débat est prévu entre les deux hommes en octobre, sous réserve qu'ils puissent tous y participer. L'instance chargée d'organiser les élections et le régulateur de l'audiovisuel ont demandé à la justice d'autoriser Nabil Karoui à participer à ce débat, mais sans réponse jusque-là. Plusieurs missions étrangères d'observation des élections ainsi que des candidats déçus du premier tour ont également appelé à ce que Nabil Karoui puisse faire campagne de façon équitable pour le second tour de la présidentielle. Il faut dire qu'une décision sur une éventuelle libération de l'homme d'affaires est attendue la semaine prochaine. En bref, en Côte d'Ivoire, les 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante ont prêté serment ce vendredi, malgré les critiques de l'opposition. Le doyen d'âge des nouveaux membres va désormais fixer une date pour réunir la commission et élire son président. Aucun membre du principal parti d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui conteste la nouvelle commission électorale, ne figure dans le quota de l'opposition. Pendant ce temps, la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, qui comprend le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo, dénonce de son côté une commission taillée sur mesure avec 11 membres favorables au pouvoir. Les réactions et les hommages ne s'arrêtent pas après le décès hier de l'ancien président français Jacques Chirac à l'âge de 86 ans. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, qui a réagi à la mort de l'ancien chef d'État, estime que Jacques Chirac était un grand homme d'État. Je rends un hommage particulier à ce grand homme d'État, marqué par une lucidité exemplaire, par le courage, la ténacité, la persévérance, l'obstination en dépit des échecs. Nous avons collaboré ensemble, nous avons développé et intensifié la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre libanais Saad Hariri a également rendu hommage à l'ancien président français Jacques Chirac. Il le qualifie de géant politique et pleure un homme qu'il considérait comme un parent. Peu après l'annonce du décès de Jacques Chirac, le Premier ministre libanais Saad Hariri, dont la famille était proche de l'ex-chef d'État français, a, dans un entretien, expliqué qu'il pleurait sa disparition comme celle d'un membre de sa famille. J'ai senti une très grande tristesse, une tristesse que j'ai sentie quand j'ai perdu mon père, un peu.
C'était un ami de mon père, c'était un frère de mon père. Ils avaient une profonde relation. Et il était un personnage de politique mondiale. Et c'est un géant politique qui est parti de notre monde, qui a fait beaucoup pour le monde arabe, pour la France aussi, et pour les relations entre le Liban et la France. Dans les moments très difficiles, comme l'assassinat de mon père Rafik Hariri, le président Chirac était le lendemain au Liban. Et il s'est tenu juste à côté de la tombe de mon père et il était là avec nous comme famille. Il a dit toujours que cet assassinat ne passera pas. Il y aura un tribunal international. C'est quelque chose de personnel pour lui, mais aussi pour le... Avant l'assassinat de Rafik Hariri, Chirac avait également œuvré en faveur du vote en 2004 de la résolution 1559 du Conseil de sécurité appelant au départ des troupes étrangères du Liban. Sur le plan économique, il a parrainé 2 conférences d'aide internationale au Liban, baptisées Paris 2 et Paris 3, organisées dans la capitale française en 2002 et 2007. Toujours au Liban, des Beyrouthins se sont exprimés à propos du décès de l'ancien président français. Ils se souviennent de comment Jacques Chirac était aux côtés du Liban et est resté un des amis du pays. Jacques Chirac faisait partie de la glorieuse histoire du Liban et il était un des amis qui rend les gens fiers. C'est dommage qu'un tel dirigeant meure. Il était respectueux. Il était un ami de Rafik Hariri. Il a facilité plusieurs choses pour lui lors de toutes les conférences de Paris, Paris 1, Paris 2 et Paris 3. Il a eu un rôle important dans la réussite de ces conférences qui ont donné des facilités au Liban avec des taux d'intérêt très bas. Nous sommes reconnaissants envers le président Chirac. Jacques Chirac Le président Chirac avait des relations au Liban. Il travaillait au rassemblement des pays arabes, en incluant l'Iran, qui avait un rôle important dans la région. Si nous remontons un peu dans le temps, il essayait, avec Rafik Hariri, de rassembler l'Arabie Saoudite avec l'Europe et l'Iran. C'est mon analyse. Qu'il repose en paix. En France, le président Emmanuel Macron a rendu hommage au cours d'une allocution télévisée à Jacques Chirac, qui était, selon lui, un grand Français libre qui incarna une certaine idée de la France. Le président Emmanuel Macron a rendu hommage au cours d'une allocution télévisée à Jacques Chirac, estimant qu'il incarna une certaine idée du monde, notamment lorsqu'il a su reconnaître, lors du discours de Veldiv, les responsabilités dans les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Il poursuit qu'il a été capable de s'élever contre une intervention militaire injustifiée lorsqu'il refusa en 2003 l'invasion de l'Irak. Jacques Chirac était un destin français. S'engageant sur les terres familiales de Corrèze, porté par une ambition qui le conduisit à conquérir Paris, il a durant plusieurs décennies tout connu de la vie politique de notre pays. Une France qui regarde son histoire en face et dont il sut reconnaître, lors du discours du Veldiv, les responsabilités dans les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Comme il sut élever, 12 ans plus tard, les justes en exemple. Une France indépendante et fière, capable de s'élever contre une intervention militaire injustifiée lorsqu'il refusa en 2003 l'invasion de l'Irak sans mandat des Nations Unies, lorsqu'il s'engagea pour mettre un terme aux guerres dans l'ex-Yougoslavie, ou lorsqu'il œuvra pour rétablir la paix et la sécurité au Liban. Jacques Chirac entre dans l'histoire et manquera à chacun d'entre nous désormais, a conclu Emmanuel Macron à la fin de son allocution d'une dizaine de minutes qui a été diffusée par les principales chaînes de télévision du monde.
Après son allocution, le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont rendus au domicile de Jacques Chirac. C'était hier jeudi à Paris. Peu après son allocution télévisée lors de laquelle il avait salué un grand Français libre, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, s'est rendu peu avant 21h au domicile de Jacques Chirac à Paris pour se recueillir devant la dépouille de l'ancien président de la République. Jacques Chirac, qui n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années, fut président pendant 12 ans. 2 fois Premier ministre, 3 fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à répétition. Il restera sans doute dans l'histoire comme le président français qui, en 2003, a refusé de participer à la guerre en Irak voulue par les États-Unis. Son nom a aussi été mêlé à plusieurs affaires judiciaires et il a été le premier président français à être condamné par la justice en 2011 dans une affaire d'emploi fictif. L'ancien président de la République Jacques Chirac, mort ce jeudi, sera inhumé lundi 30 septembre 2019 au cimetière du Montparnasse à Paris, où repose déjà sa fille Laurence, décédée en 2016. Nous parlons toujours du décès de l'ancien président français. En Corrèze, des Français venus signer le livre d'or au musée Jacques Chirac se sont rappelés d'un grand homme d'État proche des gens. Ça a été aussi pour moi un grand homme d'État. D'abord, en tant que président de la République, c'est un homme tolérant, un homme de dialogue. Et c'est un homme qui a fait beaucoup dans le secteur du handicap, dans le secteur des entreprises. Je pense que c'est quelqu'un, on regrettera Jacques Chirac en Corrèze et je pense qu'on le regrette aussi au niveau national. Et lui, il savait décrocher le téléphone. Moi, je recevais régulièrement des petits coups de fil en me disant « Alors, comment ça va, les vaches, c'est comment, le monde rural ?» Voilà, où il s'interrogeait sur des choses, il posait des questions. Moi, je me suis vu aller boire un verre avec lui. Et il se serait vexé si je n'y avais pas été. Il m'a dit « Vous avez fini votre garde, venez avec moi, on va aller boire un verre. » Et puis, on a parlé de choses et d'autres, de ma situation de famille, tout et tout. Il arrivait d'un voyage, il prenait l'avion, il se posait à Paris. La première des choses qu'il faisait quand il descendait de la voiture, il venait nous dire bonjour. Il nous disait, vous n'avez pas vu monsieur, madame Intel, il connaissait tout le monde. Les couvertures vaccinales dans la sous-région ouest africaine sont en général stagnantes. 3 jours d'échanges et de réflexion à Cotonou ont permis aux directeurs nationaux et régionaux des programmes élargis de vaccination d'élaborer des plans en collectif d'action pour corriger la donne. Reportage. Cette réunion annuelle des acteurs intervenant dans les politiques de vaccination au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest a permis aux participants de procéder à l'analyse des causes liées à la stagnation de la couverture vaccinale et de planifier des actions collectives dans le contexte de l'agenda 2030 de la vaccination. Les défis sont considérables. Malgré les efforts faits par nos pays pour vacciner chaque année un peu plus d'enfants, le nombre d'enfants non atteints par nos programmes nationaux reste encore élevé. Plus de 20% de nos cibles n'ont pu être atteintes en 2018. Et ces cibles se trouvent concentrées dans nos milieux urbains et périurbains, dans les localités frontalières, les zones d'accès difficiles et les zones de conflit. Je reste tout aussi optimiste que vous pour croire que vos propositions de solutions pourront aider les uns et les autres à relever les différents défis que constitue la réduction sensible du grand nombre d'enfants non vaccinés et surtout l'atteinte des indicateurs majeurs de surveillance de la polio, l'interruption de la circulation des cas de poliovirus dérivés de souches vaccinales. Je compte beaucoup sur la mise en œuvre diligente des solutions identifiées et présentées ici par les participants eux-mêmes pour espérer que dans les mois à venir, les programmes élargis de vaccination dans les pays de la sous-région ouest-africaine connaîtront un essor réel avec une nette amélioration des couvertures et une meilleure protection immunitaire des cibles de la vaccination. Des centaines d'experts repartent ainsi mieux renforcés et aguerris pour un mieux-être des enfants de la sous-région dans l'objectif de réduire les épidémies qui accablent sans cesse les populations. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.